et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de la Petite Balle Blanche. Je suis heureux d'inaugurer ce nouveau rendez-vous pour le blog, pour les amateurs de golf et on l'espère aussi pour celles et ceux qui souhaitent découvrir notre sport. Pour cela, je serai accompagné par une fine équipe de passionnés de la Petite Balle Blanche que je vais vous présenter sans plus tarder. Avec un driving moyen de 207 mètres et 10 cm, et ce malgré un drive curieusement enregistré à 87 mètres, c'est Gurvan Boni. Salut Gugu. Salut Lionel, bonjour à tous. Ces Statodrive annoncent un record à 286 mètres, sans que l'on sache si c'est le Mistral ou la Tramontane de sa région qui ont pris part ce jour-là. C'est Christophe Soudet. Salut Chris. Bonjour tout le monde. Avec une longueur de 250 mètres une fois sur 4 et 175 mètres en hors limite une fois sur 2, il est président du fan club de Jordan Spieth et Bryson DeChambeau. C'est Julien Fontaine. Salut Julien. Salut Lionel, salut la team, bonjour à tous. Un driving qu'il tape en yard à 265. Il n'est donc pas né bûcheron, mais l'est sans doute devenu depuis qu'il a migré au Québec. C'est Cyril Le Guern. Salut Caribou. Allô la team, bonjour tout le monde. Et enfin, il nous fallait une personne capable de contrebalancer à la fois la testostérone et l'irrégularité au driving des chroniqueurs, ex-joueuse des circuits professionnels européens et américains. Nous sommes ravis de compter parmi nous pour ces émissions Marion Ricordo. Salut Marion. Salut Lionel, bonjour à tous. Bien. On va ouvrir ce premier épisode avec notre globe-trotter Chris qui nous fait un tour du monde des brèves du golf. Et je crois, Chris, que nous allons commencer avec la France. Oui, avec des coups de cœur en France. Tout le monde reprend le golf et tout le monde poste ses photos de golf magnifiques d'ailleurs. Et j'ai remarqué le golf des Yvelines. Il est superbe, voilà. Donc c'est un coup de cœur. L'autre coup de cœur, c'était Cap Golf, sur la commune de Lège-Cap-Ferré. En Gironde. Voilà, déjà, ça fait rêver. J'ai vu, alors c'est un pitch and putt de 9 trous. J'ai vu une photo absolument extraordinaire. Au milieu des pins, il y avait des fougères. Et il y a un membre qui m'a très gentiment donné des renseignements. 20 € le green fee et 100 € l'abonnement annuel. Alors ça, et en plus, après, on peut jouer en tour illimité. Alors, pour la démocratisation du golf, ça, c'est génial quand même. Ça sera le prémisse de notre débat du premier épisode, oui. Un petit salut à nos amis ultramarins, parce que je vous emmène à La Réunion. Est-ce que vous avez vu cette info concernant le golfe du Colorado à La Réunion qui fait des travaux en ce moment? Non. Vous n'avez pas vu ça? Non. Alors, je voulais vous en parler parce que, en fait, le golfe du Colorado, c'est un 9 trous qui est magnifique. Ils ont tout ce qu'il faut pour c'est vraiment un très très beau golf. Hein. Et ils voulaient passer en 18 trous. Mais apparemment, c'était un budget pharaonesque. Et en fait, ce qu'ils ont décidé, ils passent de 9 trous à 14 départs. Vous voyez le truc? Et j'ai trouvé ça fantastique. Et en plus, ils veulent avoir un éclairage le soir pour pouvoir jouer le soir et un petit peu la nuit à lampadaire solaire. Et on enchaîne avec l'Espagne. Oui, l'Espagne pour dire que tous les golfs en Espagne sont ouverts près de la frontière française. Alors, sauf que vous ne pouvez pas y aller puisque la frontière n'est pas ouverte. Très intéressant. La frontière n'ouvre qu'au 1er juillet, a priori. Mais tous les golfs ont ouvert parce qu'il y en avait encore certains dans la périphérie de Barcelone qui n'étaient pas encore ouverts. Ils ont ouvert le 25 mai. Et évidemment, il y a des petits malins qui essayent de passer la frontière. Et ça, c'est pas possible. Hein. Quand le douanier vous voit avec le sac de golf dans la voiture, ça ne peut pas marcher, ça. On va traverser l'Atlantique et se rendre aux États-Unis. Oui, alors aux États-Unis, la crise du coronavirus, évidemment, ils sont en plein dedans. Alors, ils ont fait 2 levées de fonds aux États-Unis pour aider les professionnels du golf, hein, c'est-à-dire les starters, les greenkeepers, tous les gens qui travaillent dans le golf là-bas. Ils en ont fait une le 13 avril, ils en refont une en ce moment. Ils avaient réussi à lever 7,5 millions.
ils distribuaient des chèques de 500 à 1500 dollars. Et là, ils vont distribuer des chèques de 3500 dollars. Donc, il faut être membre des organisations américaines, le PGA of America, l'USGA, le NGCOA, enfin voilà, toutes les organisations professionnelles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des chariots de golf à vendre? Parce que j'en veux un, moi. Ah, eh ben, si tu étais américain, ben, tu aurais du mal à en acheter un parce qu'il y a une rupture des stocks de chariots et de voiturettes aux États-Unis à cause du coronavirus, parce que à cause du protocole, ils peuvent plus être à deux dans la voiturette. Donc du coup, les gens se sont jetés à acheter des chariots et les clubs des voiturettes. Et j'ai vu qu'il y avait des chariots qui coûtaient 150 dollars qui sont passés à 700 dollars sur eBay. Wow. C'est fou, non? Donc, si vous avez un chariot à vendre, ben, écoutez, envoyez-le aux États-Unis, hein, vous allez vous faire le tout. Oui, alors, tiens, toujours sur le matériel, la société, la marque Ping, sort ils sortent des gourdes et des mugs. Et je trouvais ça pas mal, ça empêche d'amener du plastique sur les golfs. Et le nom de cette série, j'ai adoré, ça s'appelle Hydrofunk. Voilà. Rien que la série, rien que le nom, déjà, j'avais envie de le citer. Et on va poursuivre notre tour du monde jusqu'en Australie. Oui, alors l'Australie, bon, il y a la crise du coronavirus, déjà, c'est très triste, évidemment. Mais là, je vais vous donner une nouvelle navrante parce que tu as toujours des sangliers, Marion, qui attaquent ton. À Étretat, non, il y en a Ouais. moins. Il y en a moins. Bon, il y a bien pire que les sangliers parce qu'en Australie, ils ont des gens qui taguent à la bombe de peinture des croix gammées sur les greens. Alors ça, c'est horrible. Ouais. C'est au golfe de Cranbourne, dans la périphérie de Melbourne. C'est un golfe qui a été fondé en 1953 par des immigrants de confession juive qui, à l'époque, ils ne pouvaient pas jouer sur les golfs en Australie. C'était pour ça qu'ils avaient créé le leur. Donc finalement, je préfère les sangliers. Hein. Et ouais, je suis désolé, hein, c'est la nouvelle navrante. La prochaine fois, je vous donnerai des nouvelles de l'Australie un peu plus joyeuses. Et on part au Japon. Alors au Japon, évidemment, ils regrettent leurs Jeux Olympiques et ils ont fait un sondage pour savoir s'ils ont une chance de médaille. Et s'ils ont une chance de médaille, c'est plutôt chez les femmes ou plutôt chez les hommes. Alors, à votre avis, est-ce qu'ils peuvent avoir une médaille aux Jeux Olympiques au golf? Oui. Est-ce que Au vous golf, les voyez Chez les femmes, oui, sûrement. Ah, toi, tu les vois plutôt chez les femmes? Si je prends, c'est Ouais, Shibuno qui a gagné le British Open l'année dernière. Alors, c'est ça. Hein. Alors, le résultat du sondage, c'est que les Japonais, ils se voient gagner une médaille. Et c'est les joueuses, ils pensent que c'est les joueuses qui vont leur ramener cette médaille, en fait. Parce que Nasa Hataoka, elle est 4e mondiale. Shibuno, effectivement, cette joueuse-là qui souriait tout le temps, là, elle est 12e mondiale. Et la dernière, Ai Suzuki, elle est 14e mondiale. Et on termine ce tour du monde des brefs de golf avec la Corée. Ouais, alors la Corée, ils ne sont pas contents. Pas contents. Ils sont pas contents parce que la semaine dernière, bon, il y avait Phil et Tiger Woods, évidemment. Mais eux, ils avaient un skin game entre la numéro 1 mondiale et la numéro 3, c'est-à-dire Jin Yoon Ko et Song Hyun Park. Et alors, ils n'ont pas compris pourquoi ça n'a pas été diffusé en Occident. Et ils n'ont pas compris pourquoi le LPGA n'avait pas partagé l'info. Ils l'ont fait qu'après, en fait. Donc, le résultat, ça a été un match nul. Ça a permis de lever des millions pour la lutte contre le coronavirus. Et effectivement, ils sont très déçus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a cartonné à la télé en Asie, au Japon, en Corée évidemment, en Malaisie, en Thaïlande. Et ils auraient aimé que ça soit traduit en anglais. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez suivre du golf en ce moment, vous pouvez, puisque les Coréens ont repris, vous pouvez facilement trouver des résumés qui font 1 heure ou 2 si vous avez envie de suivre du golf en plus de très haut niveau. Voilà, je voulais terminer. Tiens, je vous donne une statistique. Est-ce que vous savez combien il y a de Coréennes dans le top 100 mondial? Trentaine. 25.
Ouais, j'aurais dit Fontaine. comme Lionel, 25. Alors, il y en a 38 Oh là. et il y a 20 américaines. Si vous voulez les chiffres du top 50, du top 20 et du top 10, je les ai également, je les ai préparés. Donc, dans le top 10, il y a 4 coréennes et il y a 3 américaines. Eh bien, merci Chris pour ces brèves de golf et nous allons enchaîner avec l'œil de Marion. Marion qui aujourd'hui s'est intéressée au contrôle, non pas celui des balles, ni celui des maths ou de philosophie qu'auraient pu passer les élèves du baccalauréat, mais ce qui peut être contrôlé au golf et ce qui ne peut pas l'être surtout, Marion. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va aborder ce qui est ou non sous notre contrôle. Donc dans la vie, il y a évidemment des choses que l'on peut contrôler et d'autres pas. En effet, un collègue un peu bavard lorsqu'on essaie de se concentrer, là je pense à moi, je suis une vraie pipelette, l'arrêt momentané d'une ligne de métro ou un enfant qui refuse de manger ses brocolis, ça ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Au golf, c'est la même chose. On peut contrôler certaines choses, mais pas toutes. Par exemple, on vient de subir un arrêt de jeu de 2 mois qui a joué avec notre patience et nos nerfs, et évidemment, il s'agit d'un événement dont nous n'avions pas le contrôle. Donc, dans une situation comme celle-là, il valait mieux ne pas gâcher son énergie à râler ou à se plaindre, puisqu'on ne pouvait rien y faire. Pendant votre partie de golf, c'est pareil. Un partenaire dont le rythme ne vous convient pas, qui parle trop ou trop peu, jamais un bien joué, enfin ça, si vous faites jamais de bons coups, c'est pas son problème, ou encore la météo, du vent, de la pluie ou du soleil pour les plus écossais d'entre nous. On a aussi le mauvais lie, le terrible kick sur la bouche d'arrosage qui envoie la balle hors limite derrière le green. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée au 1 au golf de Dinard. Bonne partie. Vous avez enfin la forme du jour, une mauvaise nuit, un gros rhume. Toutes ces choses ne sont pas sous notre contrôle, alors si vous voulez éviter des déconvenues ou une accumulation de mauvais choix à cause de l'agacement, détachez-vous de ces choses, laissez-les glisser sur vous et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. On y vient. Les choses contrôlables. Ces chimères qui nous permettraient de mieux jouer. Bonne nouvelle, il y en a. Vous ne jouerez pas comme Tiger Woods ou Jordan Spieth dès demain, mais c'est un premier pas. Alors, dans la catégorie gagnante de notre sujet du jour, nous avons entre autres la préparation, j'entends par là la routine, l'échauffement, la préparation physique. Vous avez aussi l'analyse des éléments comme le vent, le dénivelé, ou même plus simplement la distance. Il y a aussi l'alimentation et l'hydratation qui jouent une part importante dans la concentration que vous accordez à votre partie. Autant que le repos. Une bonne nuit de sommeil, en tout cas ce dont vous avez habituellement besoin, est un atout majeur pour la concentration. Le dernier élément dont j'aimerais vous parler est votre attitude. Cela paraît évident, mais votre attitude ou vos réactions face à ce qui vous arrive sont sous votre contrôle et vous permettent de continuer votre partie sans exploser. Relativisez sans pour autant vous déconcentrer et vous finirez votre partie dans les meilleures conditions. Alors maintenant, lâchez prise, libérez un peu d'espace pour votre cerveau pour les bonnes choses, respirez profondément, souriez même après une gratte ou une soquette parce que franchement, ça pourrait être pire, non ? Merci Marion, c'était très juste comme recommandation pour la prochaine partie à jouer de chacun d'entre nous. On va enchaîner avec notre débat du jour autour de la démocratisation du golf. On compte près de 700 structures golfiques en France, un peu plus de 410 000 licenciés à la fédération, ce qui fait du golf le troisième sport individuel de notre pays derrière le tennis et l'équitation, et devant des disciplines comme la natation et l'athlétisme. Toutefois, si l'on s'intéresse au nombre de pratiquants, le golf ne représenterait que 800 000 personnes contre près de 13 millions de nageurs ou encore 5 millions de coureurs. Des faibles chiffres qui seraient donc à mettre en rapport avec le manque de démocratisation de notre sport. Les raisons principales, un sport considéré comme élitiste ou encore chronophage. Donc, chers chroniqueurs, j'aimerais avoir votre avis sur la démocratisation du golf. Comment démocratiser le golf ? Peut-on démocratiser le golf et jusqu'où faut-il aller pour démocratiser le golf ?
C'est une question complexe en fait pour moi, la question de la démocratisation du golf. Pour moi, il y a 4 points essentiels à mes yeux. Le premier, c'est de pouvoir créer déjà des parcours différents où il y aurait probablement moins de trous et qui permettraient probablement avec moins de temps de pouvoir jouer. De ce point de vue-là, je trouve que la Fédération française de golf au moins a fait un très beau boulot avec la création des 100 petites structures qui étaient liées à la partie Ryder Cup. Mon deuxième point, pour moi, démocratiser, ça veut dire aussi rajeunir les golfeurs. Ça veut dire qu'on a actuellement une population qui, même si on continue à avoir des jeunes, a du mal quand même à s'imposer par rapport aux personnes les plus âgées. Pour prendre mon cas toujours, j'habite à Saint-Quentin-en-Yvelines, là où la Ryder Cup s'est tenue. Et dorénavant, par exemple, la Fédération française de golf avec la communauté agglomération s'est arrangée pour que le golf fasse partie du programme des scolaires, en utilisant par exemple le système de calcul mental, l'étiquette et des choses comme ça, pour pouvoir utiliser le golf comme un moyen en fait d'apprendre des fondamentaux. Pour moi aussi, il faudrait aussi avoir, si c'est possible, des golfs qui sont conçus différemment en termes de matériaux. Peut-être arrêter éventuellement d'avoir des greens en herbe pour avoir peut-être plus de synthétique, avoir une meilleure gestion des coûts et globalement avoir des tarifs qui permettraient d'avoir encore des tarifs un peu plus bas pour les petits 9 trous. Tout ça, selon moi, c'est assez positif. Le point négatif et essentiel pour moi, c'est l'acceptation des autres golfeurs. Le golfeur français a une tendance à vouloir payer pas trop cher pour un usage quasi exclusif du terrain. Il aime bien être tout seul, jouer vite à son rythme. Et la démocratisation risque probablement de passer par une augmentation du nombre de golfeurs sans probablement une augmentation du nombre de structures. Ça veut dire que ça risque de bloquer un petit peu sur les parcours, d'autant qu'à chaque fois, pour tout golfeur normalement constitué, tous les mots du golf, c'est la démocratisation du golf. C'est-à-dire que les pitchs non relevés, les bunkers non nettoyés, tout ça, c'est lié à des démocratisations. Et malheureusement, pour moi qui joue sur l'Albatros, on peut considérer l'Albatros comme le terrain qui n'est pas tout à fait lieu de la démocratisation. Plus le temps passe, et plus je vois des pitchs non relevés, plus je vois des divots non replaqués. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a un hiatus. C'est-à-dire que il va falloir que la démocratisation passe par une acceptation des joueurs à avoir plus de monde sur ce terrain et pour moi essentiel, avoir aussi une transmission. On devrait pouvoir avoir des compétitions où des joueurs, un chiffre, jouent avec des joueurs 54 comme ça se passe dans le monde du travail. Qu'un junior puisse apprendre d'un senior l'expérience et la bonne conduite. Et ça, par contre, je suis très négatif et je suis pas sûr que ça évolue rapidement. Moi, je te rejoins sur pas mal de points, Gurvan. Je pense que la démocratisation du golf à tout prix, elle a cette limite de manque de respect de l'étiquette. Finalement, on fait de la masse, pas forcément de la qualité. Alors, la masse, elle attire à une chose formidable. Lorsque tu parlais des jeunes, c'est extra parce que le golf scolaire, etc., ça augmente nos chances de trouver un champion. Et quoi de mieux dans un sport pour le démocratiser que d'avoir un champion, d'avoir des jeunes qui s'identifient. Je veux dire, ça marche au foot, ce serait exactement la même chose au golf. Donc forcément, la masse va apporter cette chance de trouver ce champion. Mais on a un sport un peu particulier où on réserve une heure de départ spécifique à la minute près. Dans quasiment tous les golfs, c'est comme ça. Donc, il y a un respect de plein de petites règles qui ont l'air anodines, mais mis bout à bout, c'est énorme. Et je pense que la masse, c'est pas forcément quelque chose de facilement gérable dans notre sport pour le respect de toutes ces petites règles. Tu parlais de divo, tu parlais de pitch. En plus, on le voit depuis la reprise, c'est pas une question de niveau parce qu'il y a plein de golfs sur lesquels globalement les golfeurs ont déjà un niveau avancé, disons, et les pitchs sont déjà pas relevés. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on a repris, on est tous super contents, on se dit qu'on va tous changer nos attitudes et on les change pas. Alors, faut s'imaginer des gens qui n'ont pas forcément la culture et à qui on prendrait pas le temps de l'apprendre, comme tu le dis si bien. Moi, je vois la limite aussi. À cet endroit-là. Si on n'apprend pas dans la bienveillance aux gens à respecter nos règles, ce sera très compliqué. Après, on peut pas faire autrement, je pense, de passer par la démocratisation du golf parce qu'on a un sport qui est extraordinaire, qui subit une image de coincé, de sport élitiste en termes d'argent, en termes de...
on est un sport de vieux. Enfin voilà l'image que ça a, et je pense que c'est terrible que l'image de notre sport n'évolue pas, parce que c'est tellement extra. Enfin voilà, on le subit en ce moment. Enfin, on le vit en ce moment, pardon. Il fait un temps magnifique. On est dehors en permanence. On est au mois de mai. Il fait un temps d'été et on profite de l'extérieur dans notre sport. Bon ben voilà, on a un sport extraordinaire, et moi j'ai envie que tout le monde le connaisse et tout le monde le découvre. Après, on a le droit de pas aimer, mais il faudrait au moins que tout le monde puisse un jour s'y essayer. Après, est-ce qu'on peut directement évincer la problématique des pitchs non relevés? Parce que c'est même pas de la culture du golf là. Que ça soit un golfeur confirmé ou un golfeur novice, relever ses pitchs, c'est un encart qui est tous les 3 trous. C'est savoir lire en fait. C'est même pas avoir la culture du golf. C'est pas l'étiquette au sens large. C'est vraiment bon. Est-ce qu'on sait lire un panneau, relever ses pitchs? C'est quoi un pitch avec le partenaire de la partie? Un tee, un pitch en moins. Donc les pitchs, oui, fléau de nos jours, mais c'est de la lecture. Ici, la pratique du golf est totalement différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui relève son pitch. Donc, est-ce qu'on est déjà avancé par rapport à la France au niveau démocratisation du golf, de ce fait-là? Par exemple, moi, j'ai pu faire ma première ronde de golf, donc après le déconfinement qui a eu lieu aussi il y a 2 semaines, pour la modique somme de 15 €, $20. Donc, vous voyez que déjà, il y a quand même une grosse différence de prix avec les green fees qui se pratiquent habituellement en France, j'imagine. Mais évidemment, cela va sans dire que le terrain, c'était pas le top, quoi. J'ai eu un tiers de green d'hiver, avec un poteau posé puis un cercle de 4 mètres autour, mais ça m'a pas empêché de prendre du plaisir. Donc, en termes de prix, la démocratisation, c'est sûr que le coût de la ronde ici d'une game est beaucoup moins cher, mais c'est pas pour ça que ça apporte de la jeunesse, quoi. En tout cas, on va reprendre les. On va reprendre des mots français déjà. Non, mais après le prix, ce qu'on avait pu avoir dans les cafés LPPB quand on avait reçu les directeurs de golf, il y a aussi une culture de prix, et Paul Armitage du Golf National disait qu'il y avait eu cette culture du prix en France de tirer vers le bas. Le golf est cher, mais si tu le ramènes au temps de jeu et au temps passé sur le parcours, ramené à l'heure, c'est un sport qui n'est pas cher. Je vais aller encore plus loin. Enfin, je pense qu'il y a des plus grands spécialistes que moi là-dedans, mais on prend un ticket de match de foot. Puisqu'on parle, on veut essayer de se populariser et de se démocratiser. Un billet de match de foot, combien est-ce que ça coûte? Je veux dire, je parle même pas des. Allez, je parle même en Ligue 1, j'en sais rien, mais j'imagine que ça coûte le prix d'un. Je suis pas une grande fan de foot, donc je connais pas bien les tarifs, mais j'imagine que ça coûte bien le prix d'un green fee dans un petit golf de campagne qui est bien sympa, bien entretenu. Enfin, je veux dire, et ça dure quoi un match de foot? Ça dure 2 heures. La bière, vous allez la payer 4 balles au stand. Enfin voilà, je veux dire, tout va coûter cher. Vous allez dans un golf, vous allez payer 65 balles un green fee, vous allez y passer 4-5 heures suivant si vous perdez ou pas beaucoup de balles. En termes de coût, le golf, c'est pas non plus un truc de dingue. Enfin, oui, après, il faut s'équiper, il y a le matériel et tout ça, mais aller se faire une partie de golf, un green fee le week-end, payer 65 balles pour passer 5 heures sur le parcours, ou 4, enfin, avec l'échauffement et tout, moi, ça me paraît pas dingo, quoi. C'est le tarif d'accès, en fait, c'est le problème. Effectivement, il y a des parcours différents. Et il y a des parcours qui sont extraordinaires, qui coûtent plus cher. Mais la problématique, il me semble que c'est le tarif d'accès, en fait. Tu commences, tu joues pour les premières fois, tu sais pas si tu vas vraiment t'y consacrer. Peut-être que voilà, tu es jeune, t'as pas forcément des moyens, et il faut mettre 50, 60, 70 €. C'est cet accès-là, en fait, qui rend le golf délicat, quoi. Ouais, mais moi, ce que je comprends, c'est que Gurvan disait qu'il fallait des classes en fait de parcours. Je suis assez d'accord avec ce point de vue. Par contre, est-ce que les puristes sont forcément ceux qui doivent payer plus cher? C'est ça que j'entends moi à travers cette question. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des puristes qui n'auraient pas forcément les moyens, mais qui veulent respecter cette étiquette-là du golf, un petit peu tous ces codes.
qu'on a envie de garder, hein, enfin en tout cas moi personnellement, qui ne me dérange absolument pas et dont je suis plutôt fier et que je suis plutôt fier de respecter. Mais il y a des gens qui pourraient pas peut-être se faire des green fees à 200 $ ou à 100 ou à 150 € pour les plus jolis clubs et qui pourtant sont dans le respect de l'étiquette et ceux dont on a peur en fait que la démocratisation du golf mette à mal. Donc, enfin, je sais pas, peut-être que je comprends mal la question, peut-être pourrez-vous m'aiguiller, mais Moi, je dirais, il y a un peu comme le rapport, comme disait avec Marion, si on reprend le rapport du foot, il y a un côté esthétique, j'ai envie de dire aussi dans tout ça, c'est-à-dire que est-ce que en tant que footballeur, tu préfères jouer sur un champ de patates ou un synthétique un peu tout croche, ou alors jouer sur un pur terrain en herbe comme je sais pas, là, sans citer de nom. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui se présente dans le golf, c'est-à-dire qu'il y en a que ils refuseront d'aller jouer sur un terrain avec des trous partout ou des fairways totalement cramés ou des greens des greens carottés, même limite ou très mal carottés. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a ce côté-là qui rentre en ligne de compte aussi dans la démocratisation, quoi, parce que Est-ce qu'on n'a pas des fois une fausse image de ce qu'est un beau parcours de golf? moi un beau parcours de golf, c'est un parcours où je joue un peu plus de 10, quoi. Ça c'est un beau parcours. Sinon, non. Oui. Et quand tu joues mal, c'est la faute. Ouais. C'est la faute du terrain, de toute façon. Un peu Par plus. exemple, le golf national, très mauvais parcours. L'Oiselay pour toi. Il n'y a pas de problème. Tant qu'on aura une vision un peu prout-prout. C'est-à-dire que, nous, par exemple, en Bretagne, on commence à avoir des golfs dits écologiques, c'est-à-dire où, en fait, l'entretien est quasi à l'irlandaise, c'est-à-dire que tu as des moutons sur les greens, d'accord? Tu n'as quasiment pas d'entretien sur les fairways, mais en échange, tu as un tarif de green fee de l'ordre de 20 balles. Après, il faut savoir ce que tu veux, c'est-à-dire que à partir du moment où tu décides de voyager sur EasyJet ou en première de Emirates, t'as pas les mêmes dotations. Donc après, voilà, le Français a un problème avec l'argent et considère que quasiment tout doit avoir la même valeur. D'accord? Donc pour lui, et j'en discute de manière régulière, l'Albatros, ça vaut 80 balles. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais pour eux, ça vaut 80 balles. Et donc, après, en gros, tant qu'on a un problème d'éducation tarifaire sur ce que tu payes en fonction de ce que tu as, alors que les gens l'ont compris dans l'aérien. Quand tu vas sur EasyJet, tu as bien compris que si tu veux tarif le moins cher, tu n'as pas de bagages, tu n'as pas de siège et tu attends. Et si tu veux avoir un petit peu plus de service, tu payes un peu plus cher. Et ça, pour l'instant, j'ai l'impression que la transition n'est pas encore passée sur le golfeur, probablement golfeur français au moins. Et je pense qu'il doit y avoir un gros travail qui est fait. Et ce travail-là appuiera à ce moment-là, je pense, la démocratisation. Mais moi, clairement, je ne sais pas si je me considère comme un puriste, j'ai aucun problème à jouer sur un champ de patates, l'Oiselay ou l'Albatros. C'est juste un état d'esprit d'ouverture. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que quand je joue à l'Oiselay, j'essaye d'expliquer aux gens où il faut mettre leur chariot et des trucs comme ça. C'est pas la fin du monde, mais voilà, c'est pas grave. Sur l'Albatros, on le fait moins. Après, moi, ça me gêne pas de faire, de donner des petits conseils comme ça à la gratos. Il y en a pour qui ça va saouler. Le truc que vraiment, j'ai du mal à comprendre. En fait, au-delà du fait que si la démocratisation se confirme, le golf prend de la place en France, il va y avoir plus de joueurs. Ok, très bien, plus de jeunes joueurs, plus de vieux joueurs. À partir du moment où l'étiquette fait partie du background du golfeur, aucun problème, non? Tout à fait. Ouais, on est d'accord. Et voilà, du coup, qu'on paye 20 € son parcours ou qu'on paye 130, à partir du moment où, effectivement, Gurvan, tu as raison, on ne se plaint pas pour une prestation qu'on ne peut pas avoir pour un certain tarif. Ça, d'accord. Mais à partir de ce moment-là, le fait qu'il y ait des pitchs tous les 2 mètres sur un green, ce n'est pas la faute du parcours à 20 €. Non, on est d'accord. Je pense qu'au départ, quand on commençait le golf, il y avait un accompagnement des golfs. Il y avait le passage de la carte verte. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que tu es obligé de passer la carte verte. Si aujourd'hui, tu vas dans un club, tu t'abonnes, tu demandes ta licence de la même manière, t'as pas la carte verte, tu peux jouer de la même manière et il n'y a pas d'accompagnement. Enfin, je veux dire, combien de clubs ont un starter, par exemple, au départ, pour rythmer les départs? Les gens qui respectent pas les horaires de départ, qui arrivent, qui partent en retard ou qui partent en avance. T'as un golf qui met des départs toutes les 12 minutes. Pas pour rien. Après, c'est leur choix de mettre toutes les 12 minutes ou tout. Tu pars,
tu as des gens, ils vont partir 8 minutes après toi sous prétexte que tu as déjà tapé ton deuxième coup. Ils vont te presser et quand tu as un starter, ça arrive pas, quoi. Enfin, tu vas pas jouer le Saint-Andrews si il y a le mec, il est là au départ. Moi, je rejoins Gurvan. Impossible pour la plupart des golfs de mettre un starter. Ça coûte une fortune de mettre une personne qui reste et va faire le planton au départ du 1 toute la journée. On le voit rien qu'avec le déconfinement. C'est une des mesures qui est, je crois, imposée par la FFG, d'avoir un starter. C'est pas le cas partout parce que tout le monde peut pas se permettre de mettre quelqu'un au départ du 1 de 7h à 18h parce que normalement, on ne peut laisser partir personne sans vérification. Donc, ça coûte une fortune pour les golfs de mettre quelqu'un juste au starter. Et tout le monde, et si on veut un green fee à moins de 150 balles, mettre un starter toute la journée, je veux dire, c'est 7 jours sur 7, de 7h à 19h, c'est un enfer, c'est un gouffre financièrement. Je pense que c'est là où il y a un manque de culture en France, c'est que les membres ne sont pas impliqués. Ici en Suède, le golf réouvre en avril, qu'après une journée de nettoyage fait par les membres. C'est-à-dire que les membres vont sur le parcours et nettoient le parcours. Ouais, mais t'es en France, là. Oui, non, mais justement... Ça pourrait se faire en France. Mais la culture du membre, t'as des membres qui passent leur vie sur le golf, puisqu'ils sont là. Je suis sûr que tu trouverais plein de membres, je parle pas forcément dans les clubs associatifs, mais des membres par ailleurs, dans des clubs, des personnes âgées qui n'ont rien à faire et qui seraient ravis d'être là, même si tu en prends 4 sur la journée, pendant 2 heures pour faire le starter. Mais bien sûr. Moi, je suis sûre qu'en France, ça pourrait fonctionner. Et tu leur demanderais, et ils le feraient gentiment. Et en échange, tu leur offres peut-être une bière à boire. Je voulais juste préciser que je trouve qu'il y en a plus qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a des golfs qui font des efforts pour remettre ou trouver des solutions. Parce que j'ai vu beaucoup de golfs ne plus en avoir. Et effectivement, ça pose des problématiques. Et je vois plusieurs golfs maintenant qui en ont remis un et qui essayent de trouver des solutions parce que c'est quand même une bonne façon pour aérer les parties, que ça se passe bien et que tout le monde soit content et ravi, qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Est-ce qu'on peut avoir plus de golfeurs? Parce que si on regarde les chiffres aujourd'hui, on peut avoir un peu plus de golfeurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est 800 000 pratiquants, a priori. C'est-à-dire qu'il y a quand même un nombre, quasi la moitié des pratiquants qui ne seraient pas licenciés. Et c'est 800 000, d'accord. Moi, je pensais que c'était 650 000, d'accord. C'est doublé, je crois. 800 000, d'accord. A priori, c'est 800 000 pratiquants pour 700 structures golfiques. Donc, ça fait quand même... C'est considérable. 1000 pratiquants par structure golfique. Et 1000 pratiquants par structure golfique, c'est quand même énorme, quoi. Il faut les caser, les gens, pour faire des parties régulièrement. Donc, avoir plus de pratiquants, ça imposerait d'avoir plus de parcours. Parce que tu comptes 1000, c'est une moyenne, mais un petit club, une petite structure de proximité, etc., va 175, pas... Pardon ? On est 175 à titre d'exemple chez moi. 175 chez toi. Donc, voilà. Et, on ne se bouscule pas. Non. Mais... Tous avec un béret. 175 membres. 175 membres, fond de vallée, on ne vient pas beaucoup nous visiter. Non, mais après, en fait, en gros, le problématique n'est pas de savoir combien tu as de joueurs de membres, mais de joueurs par parcours, mais leur fréquence de jeu. Après, dans les pratiquants, tu as peut-être, moi j'en connais quelques-uns à mon boulot, ils jouent 4 fois l'an, quoi, et quand il fait beau. Moi, 4 fois, c'est ce que je fais en une semaine, quoi. Donc après, il y en a qui ont un métier. Ouais, j'en ai un aussi, madame, merci. Merci. Allez. Après, je pense que c'est clairement, en gros, en Île-de-France, un certain nombre de parcours qui sont vides. Ils sont très, 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 très pleins le week-end, mais à partir de 17h, tu peux réussir à trouver, et c'est la tendance actuellement que beaucoup de golf font, c'est-à-dire des promotions avec du moins 30, moins 40% tarif fin de journée, où grosso modo, à partir d'avril, tu peux quasiment jouer jusqu'à 20h, 21h, et puis de temps en temps, et plus, ils arrivent même à faire louer des voiturettes, puisque comme ça, tu joues encore un peu plus vite. Mais après, pour l'instant, moi, je pense qu'il y a de quoi faire, en fait. Et vu la crise, je pense que la crise Covid va prouver que, à mon avis, le nombre de golf pour l'instant en France est peut-être un peu trop important. Peut-être pas pour Julien, mais pour nous en Ile-de-France, moi j'en ai 3 à 5 km, quoi. Et 3 golf
ça fait quasiment 6 parcours. Moi, je suis surpris d'entendre 800 000 pratiquants, c'est génial. Enfin, moi, je pensais pas qu'on était aussi nombreux, quoi. Bah Donc, si, c'était pour ça, le combat de la Fédé quand ils avaient annoncé leur chiffre de 700 000 licenciés, c'était essentiellement pour convertir les pratiquants en licenciés, en fait. licencié, ouais, bien sûr. C'est l'objectif, parce qu'ils allaient pas créer des nouveaux golfeurs, parce que la Ryder Cup, quoi qu'on en dise, les chiffres montrent que l'organisation d'un championnat du monde de handball en France en 2001 par exemple, n'a pas fait augmenter le nombre de licenciés de manière considérable. L'organisation de l'Euro au foot n'avait pas fait augmenter le nombre de licenciés au foot de manière considérable. Donc c'est pas l'organisation d'un événement qui fait augmenter de manière considérable. Par contre, c'était le fait que le golf soit médiatisé qui aurait permis de convertir peut-être des pratiquants occasionnels en joueurs un peu plus réguliers avec l'envie de prendre leur licence. Je suis pour la démocratisation et qu'il y ait plus de golfeurs, mais je trouve que finalement, ça marche pas trop mal, quoi. Par contre, en 2008, lors de la crise de 2008, le golf français a plutôt bien résisté, en fait, si tu regardes. Oui. Que ce soit au niveau des chiffres des licenciés, ou même dans dans les affaires, les clubs, les magasins, etc., la filière avait bien résisté. Alors, on va voir comment ça va résister aujourd'hui, mais à l'époque, par rapport à d'autres pays d'ailleurs, on avait bien résisté. Moi, je pense qu'il y a encore de la marge. Je pense qu'on peut aller chercher des golfeurs et le gros effort, effectivement, c'est sur les jeunes, parce que c'est les golfeurs de demain, hein, évidemment. Hein. Donc là, il faut absolument faire, pour répondre aux questions qu'on se pose, il faut absolument faire un gros effort de démocratisation vers les jeunes. Et c'est pour ça que je parlais de tarifs d'accès, en fait. Donc s'il faut faire des efforts sur les tarifs, effectivement, il faut des tarifs adaptés en fonction des parcours, etc. Mais il faut vraiment faire quelque chose sur les jeunes, quoi. Et après, pas les abandonner quand ils ont 18 ans, tu vois. Continuer un peu plus longtemps quand ils sont étudiants, etc. J'ai connu ça aussi quand j'étais étudiant. C'est pas facile d'aller golfer, quoi. Enfin, j'ai quand même l'impression, quand tu regardes les golfs, qu'ils ont tous un peu ce genre de pratique de tarif moins de 18 ans, tarif étudiant, tarif moins de 25. Ouais, ça marche pas. Et ça marche pas. On n'en a pas assez. Hein. Regarde le dossier qu'on avait fait avec Pierre Duperron sur le journaliste de Midi Libre. C'est les chiffres qu'il avait fait sur la région Languedoc-Roussillon, sur l'âge. Il disait, c'est effarant, quoi. Bah, c'est 13%. Bon début. 13% de moins de 25 ans. 13% de golfeurs de moins de 25 ans contre 50% de plus de 55. Parce que le golfeur se crée pas comme ça. En fait, voilà, les jeunes entre 18 et 25, ce sont des enfants qui sont devenus des ados et qui jouaient à l'époque avec leurs parents et qui sont devenus. Il y a très peu. Je pense que la proportion dans ces 13%, la proportion de jeunes qui se sont mis au golf entre 18 et 25 ans, sans avoir les parents qui jouaient déjà ou sans avoir été des joueurs avant ça, elle doit être hyper faible. Enfin, j'imagine. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois que les populations, ils changent pas trop. C'est un petit peu les mêmes populations, quoi, en fait. T'as pas de nouveaux arrivants dans le monde du golf, quoi, en fait. Et le golf scolaire fait évoluer. Ouais, et quand tu as une famille, le golf, c'est quand même. Si ta chérie ne fait pas du golf, c'est quand même un bon moyen de divorcer rapidement, quand même. Non, mais si tu as des enfants, c'est compliqué de jouer, ça prend du temps. Si en plus tu habites dans une région qui est un petit peu, on va appeler ça, un peu urbanisée, tu peux mettre 1 heure pour aller jusqu'au golf compte tenu des bouchons. Ça veut dire que tu n'as pas de golf. C'est pour cela que, compte tenu de tout ça, je disais que il faut qu'on ait plus de golfeurs, mais déjà, je trouve souvent que le golf résiste bien, quoi. Ici, au Québec, on compte à peu près plus d'1 million de pratiquants sur une population qui est maintenant de 8 millions pour un peu moins de 300 golfs. Donc, en termes de démocratisation, je pense qu'ici, c'est déjà très, très avancé. Et actuellement, il n'y a pas le choix que d'innover et on s'en va vers des parcours de 12 trous, par exemple, sachant qu'un 18 trous est beaucoup trop long à jouer. Donc là, on tape plus sur un 2h30 et dans le but, évidemment, d'amener plus de monde, quoi.
sur les terrains. On est rendu là et je rebondis aussi sur les starters. Ici, tous les terrains ont un préposé au départ, quoi. Sans exception, sur tous les terrains et la plupart du temps avec un marshal, un gars qui se promène et qui éventuellement fait accélérer la partie, qui ralentirait les autres ou qui crée un bouchon, quoi. Rigole pas, quoi. Il n'y en a pas de niaisage. Alors, au Québec, ça rigole pas avec le golf. Et avec le Marshall, le gars, Ouais. il te saucissonne là si jamais tu relèves pas ton pitch. Bon, merci à tous, Voilà. merci à tous pour vos points de vue très intéressants sur ce débat sans fin de la démocratisation du golf. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans de nombreux autres épisodes du podcast de la petite balle blanche. Pour ce premier épisode du podcast, c'est Gugu qui va nous parler d'un sujet un peu passé au travers du confinement. Il va nous faire un petit shopping qu'il dédie aux millénials. Alors bonjour Gugu. Bonjour Maryse et bonjour à toute l'équipe du LPBP et bonjour aux podcasteurs. Bienvenue au LPBP Shopping pour ce premier épisode au programme 3 produits que je considère être vraiment sympas. Alors je crois savoir qu'on va commencer par le plus important, les chaussures. Et oui Maryse, vous devez le savoir, les chaussures ça coûte un bras. Et moi mettre 100 balles dans une paire de chaussures de marque, et encore quand je négocie bien, ça me saoule un peu. Je vous parle même pas des chaussures d'hiver. C'est ce marché qu'une marque française vient de déchirer. Légère par son poids et très confortable à porter, design avec ses multiples coloris, élue en 2019 la chaussure la plus confortable par MyGolfSpy, l'équivalent pour le monde du golf de l'UFC que choisir américain, c'est une paire de chaussures Inesis que je vous propose. Le tout au tarif unique de 50 € pour les chaussures d'été. Et parce que je suis un bon gars, je vous évoque rapidement, même si c'est pas tout à fait la saison, les chaussures d'hiver, évidemment waterproof, dispo au tarif de dingo de 70 €. Juste en passant, ce sont bien les tarifs affichés hors promotion. Qui dit Inesis dit dispo dans tous les magasins Decathlon et en ligne bien évidemment. Ce message est approuvé par Marion qui a eu l'occasion de les tester. Alors on va continuer avec un produit assez stigmatisant. Et oui Maryse, j'en ai fait la meilleure expérience. Pour mieux jouer au golf, il n'y a pas des milliards de solutions. Si l'amélioration de son swing ou de sa stratégie, et j'y reviendrai lors d'un prochain podcast, viennent rapidement à l'esprit, on pense moins à l'effet très positif de conserver sa lucidité et toute sa puissance. Et ce qui n'est pas si simple sur certains parcours. Fabriqué par une entreprise hollandaise, donc sans problème de TVA, de douane ou de garantie, contrairement aux produits achetés en Angleterre, et composé principalement de matériaux légers, cet outil, disponible en 3 coloris, vous permettra de garder toute votre lucidité. Je vous propose un magnifique chariot électrique, avec un système de poignée vraiment sympa qu'il suffit de pousser ou de tirer vers soi pour pouvoir juste le faire accélérer ou freiner. Compagnon idéal de vos parcours, il vous amènera à tutoyer l'élite du golf. Disponible à partir de 549 € sur le site gokartgolf.fr. Carte avec un K. Et on termine avec un dernier produit vendu lui aussi par une marque française. Eh oui, on y revient. Pour tous les joueurs, la majorité de ce qui coûte cher au golf, c'est pas nécessairement ni les clubs ni tout ça, c'est les balles. Eh ouais, parce qu'on en lâche un paquet. Surtout par une tendance naturelle que le golfeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue les balles perdues. Il est con, ce golfeur. Parce que si une balle est perdue, c'est que son destin, c'est de se perdre, ma foi. Quelle est l'erreur de la majorité des golfeurs? C'est de ne pas avoir ou de ne pas connaître le type de balle qu'il lui faut. Et là, une fois de plus, Inesis, je sais, ça fait pas toujours effet, mais en termes de rapport qualité-prix, ils sont géniaux, vient proposer 3 types de balles. La première, la distance 100. Malgré son nom, elle privilégie plutôt, on va appeler ça, la gestion de son effet ou de son spin au détriment de sa distance. Pour ceux qui la jouent, considérez qu'il faut ajouter à peu près un club de plus pour avoir des distances équivalentes. Disponible en jaune et en blanc, le tout pour 6 € les 12 balles. Et après, on me dira que le golf coûte cher. D'un point de vue purement golfique, le deuxième type de balle, c'est la balle Inesis Soft 500, qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt selon moi parce qu'en fait, le contrôle qu'elle apporte n'est pas systématiquement génial. Et en termes de distance, c'est un peu meilleur, mais à privilégier pour ceux qui seraient tentés par des couleurs originales. Il y a du rose, il y a du rouge, il y a ou du mat même. Et pour un prix encore maîtrisé, on est à peu près à 15 € les 12 balles. Et enfin, pour les plus exigeants, je vous propose l'Inesis 900.
les sensations d'une Titleist Pro, je ne vais pas vous dire quoi, à moitié prix, disponible en jaune et en blanc. Et le tout pour 30 € les 12 balles. Maintenant, à vous de bosser. Que cela soit ces balles ou d'autres, foncez, testez la balle de votre choix en trouvant le compromis qu'il vous faut. Pour éviter tout problème de marquage de balles, Decathlon vous propose une personnalisation directement de votre balle avec la possibilité d'ajouter un logo ou du texte pour seulement 5 € les 12 balles. À ce prix-là, faut pas se priver. C'est tout pour moi, Maryse. Ami podcasteur, si tu as pu tester ces produits ou que tu veux communiquer avec nous, n'hésite pas à le faire via les réseaux sociaux. À vous, Cognac Jet. Merci, Gugu. C'est l'heure de la Jazette Caribou. Le déconfinement et la saison golfique ont aussi eu lieu au Québec. Alors, notre ami Caribou, comment ça s'est passé par chez vous? Alors effectivement, sachez qu'au Québec aussi la reprise du golf a bien eu lieu sur les 280 terrains qui jalonnent la belle province. Pour info, historiquement, le premier club de golf au Canada est fondé en 1873 à Montréal par un Écossais. Donc il y a des choses qui s'inventent pas quand même. Retour en 2020 avec l'ouverture des golfs qui était programmée le mercredi 20 mai. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est bousculé solide pour frapper son premier coup de départ. Il fallait donc s'armer de patience pour trouver un temps de départ sur la dizaine de parcours que compte Montréal. Personnellement, j'ai dû attendre jusqu'au vendredi pour trouver de la place et tout ça pour jouer comme un vulgaire déchet organique tout droit sorti d'un restant de cassoulet mal digéré. Comprendrez ce que vous voudrez. C'est pour cela que je profite de cette gracieuseté, enfin de cette opportunité, gracieuseté de la petite balle blanche, pour porter une grosse main d'applaudissement à tous ceux qui ont su honorer notre sport préféré en passant en revue minutieusement tous les grands classiques du parfait amateur qui se respecte. Alors, je passe par évidemment le 3 putts, la gratte, la socket, le hors-limite et autres airshots. C'est ce que j'appelle, pour ma part, un déconfinement réussi avec panache. Parce qu'on va pas se mentir, commencer la saison par une game de marde, ça laisse beaucoup d'espoir pour les mois à venir et surtout, c'est bon pour la santé mentale en ces temps de crise sanitaire. À l'image du mot d'ordre en ce moment au Québec, ça va bien aller. On sait pas vraiment ce qui va bien aller, mais si ça pouvait être mon petit, ce serait très apprécié. Allez, bonne saison à tous sur les parcours de France et du Québec. Merci Caribou. Alors toutefois, la Jazette Caribou qu'on retrouvera dans les épisodes du podcast de la petite balle blanche, c'est aussi l'occasion d'un petit tour d'horizon des circuits professionnels outre-Atlantique. Alors qu'en est-il de ce côté-là, mon cher Cyril? Alors, pour ce qui est des pros, des joueurs qui nous font rêver, début semaine prochaine sur le PGA Tour avec le Charles Schwab Challenge et 5 joueurs du top 8 mondial sur les 144 présents au départ. Une autre nouvelle qui est tombée aussi, c'est que initialement programmé du 9 au 12 juillet 2020, le John Deere Classic est maintenant annulé. Alors pour info, c'est le 11e tournoi annulé au calendrier jusqu'ici, ce qui représente pas moins de 92 millions de dollars de bourse qui ne seront pas distribués. Le reste de la saison 2020 compte maintenant 11 tournois avant les playoffs FedEx. Du côté du Korn Ferry Tour, on suivra attentivement la performance des deux Français, Paul Barjon et Cyril Bougnol. Bien évidemment, on se souvient de cette superbe deuxième place de Barjon au Mexique début mars. C'était lors de la dernière épreuve avant l'interruption des compétitions et défaite dès le premier trou d'une prolongation à 3. Reprise de service donc le 11 juin avec le Korn Ferry Tour Challenge sur le légendaire parcours de TPC Sawgrass, joyau de Pete Dye. Un parcours, j'imagine, que tout le monde connaît. À noter que le terrain a accueilli la finale du Korn Ferry Tour de 2013 à 2015. Par ailleurs, en ce qui concerne les tours satellites, le PGA Canada, qui est donc le Mackenzie Tour, a annoncé vendredi 29 mai que la saison 2020 est officiellement annulée. Pour le moment, donc ça c'est une bien triste nouvelle. Pour le moment, rien du côté des circuits satellites que sont le PGA Series China et le PGA Latino America où évolue le Français Jérémy Gandon qui jouait l'année dernière sur le Mackenzie Tour. Quant à lui, le PGA Tour Champions pour les plus de 50 ans reprendra le 31 juillet à l'occasion du Elite Challenge. Évidemment, la petite balle blanche vous donnera des nouvelles des performances des Français d'Amérique tout au long de cette nouvelle saison modifiée. Restez câblés la gang, voilà qui clôture ce premier épisode de la Jazette Caribou. J'espère que vous aurez apprécié et une nouvelle fois, bonne saison à tous, amis golfeurs. Merci beaucoup Caribou.
Et on approche déjà de la fin de ce premier épisode, mais on va terminer avec un moment qu'on qualifiera de historico-culturo-golfique. En digne héritier de Monsieur Lepers, je passe la main à Julien pour son challenge, où nous invitons chaque auditeur à participer. Merci Lionel. C'est effectivement l'heure du combat des géants, du choc des titans. Le tirage au sort des équipes a été réalisé évidemment sous contrôle d'huissier de justice, en ma personne. Et nous avons donc un affrontement qui aura lieu entre l'équipe Chris, Lionel, Marion face à l'équipe Gugu, Cyril, aujourd'hui. Ouh. C'est Maître Foiras, le huissier de justice. C'est ça. J'ai pris de Olivier garder Chabiodo. un petit peu de sérieux. Allez, on commence avec l'équipe Cyril Gugu qui a été tiré en premier. Avec une petite question règle pour reclarifier un petit peu comment on va jouer au golf, puisque 2 mois et demi sans golf, on en a peut-être oublié certaines. Donc, première question pour vous deux. Dans un match en simple, le joueur A a l'honneur sur le 5e trou. Il envoie sa balle vers des buissons épais et décide de jouer une balle provisoire. Quel est l'ordre de jeu correct ? Balle provisoire de A avant le départ de B, ou l'inverse, départ de B et balle provisoire de A en suivant. Oui, mais je peux m'essayer, moi, Gugu, si tu veux. Vas-y, avec plaisir. Mais Moi, ça compte pas comme pour vraie raison. On jase entre nous, là, entre Ouais. partenaires d'équipe. Allez, Moi, je pense que quand- quand tu joues une provisoire, c'est l'équipe B donc qui prend la main et après, tu joues ta provisoire. J'aurais tendance à croire, mais bon, comme on est des gens bien éduqués, de toute façon, moi, je m'arrange avec C'est ça. les joueurs. C'est-à-dire que si le mec il veut rejoindre une provisoire direct, j'autorise. Bah, on va dire en gros qu'on laisse. Donc, c'est le joueur A qui a mis sa balle provisoire, qui veut mettre une balle provisoire, c'est ça. Donc, on laisse jouer B et A rejouera après. Ouais, exactement. Je vous accorde le point. Merci, Bravo. monsieur. On sera pas Fanny, mon Gugu. Oh non, des dieux. C'est bon ça. L'équipe Marion, Chris, Lionel. La balle d'un joueur vient reposer sur une route de gravier. Il a le droit d'un dégagement de la route, mais décide de ne pas le prendre et de la jouer de là où elle repose. Il enlève quelques graviers qui pourraient interférer avec son coup. Quelle est la décision ? Pas de pénalité, pénalité d'un coup, pénalité de 2 coups. On discute entre nous là. Hein. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a une question facile et une question compliquée. Je pense qu'elle n'est pas compliquée parce que d'après moi, il a le droit d'enlever les cailloux. Moi, franchement, sachant que Marion est la caution golfique, je me repose totalement sur Marion. Non, mais disons qu'il n'est pas. En fait, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas le droit d'enlever les quelques cailloux qui le gênent. Tant que sa balle bouge pas, il peut enlever les cailloux, à moins que les cailloux soient enfoncés dans le sol. Si les cailloux sont juste reposent sur le sol, il a le droit d'enlever autant de cailloux qu'il veut, tant que ça fait pas bouger la balle. Il n'est pas dans un obstacle, il n'est pas dans une zone à pénalité. Donc, il n'y a aucune raison. Excusez-moi, je ris, mais c'est l'intervention de notre ami Gugu qui nous dit qu'on devrait solliciter l'explication de Patrick Reed. Voilà. Lui, je pense qu'il s'octroierait le drop sans pénalité, balle dans le trou directement. Non. En l'occurrence, non. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, les garçons, mais il me semble qu'il n'y a pas de pénalité. Mais expliqué comme ça, moi je suis d'accord. Ouais, Chris. je suis. Hein. Ouais. Moi, je suis. Hein. Ouais, Marion, en fait, tu parles je sais pas si tu parlais des obstructions amovibles, inamovibles à un moment. En tout cas, voilà, les cailloux sont considérés comme des détritus qui sont déplaçables n'importe où sur le parcours. Voilà. Sauf dans les zones à pénalité. Sauf dans les zones à pénalité. Voilà. Voilà. La réponse est bonne. Vous égalisez 1 point partout. Allez, on passe à la deuxième épreuve. Vous allez donc jouer une petite partie de tennis en vous renvoyant la balle à coups de réponses correctes, évidemment successives. Et je vous propose aujourd'hui de me donner, c'est d'une facilité aberrante, vous allez me donner l'équipe européenne de Ryder Cup. Est-ce que vous avez une année préférée ? La dernière. 2018. C'est bien. 2018, j'aurais pu le faire en vous demandant d'avoir tout juste et qu'on ne quitte pas le podcast avant que vous les ayez tous, évidemment. Mais on va remonter un petit peu dans le temps et on va s'arrêter en 2010. Victoire de l'Europe par 1 point. J'ai pas pris celle de Medina, j'ai pris celle de 2010, 2 ans avant. Qui c'est qui commence ? C'est eux. Ouais. Alors, on va commencer par Clark. Clark, l'ai-je noté ? Vous avez déjà utilisé votre joker. Clark n'est pas dans l'équipe. Donc, on a déjà gagné ? Non, on a un Non, joker par numération. Pas si vite.
Il y a un joker, c'est ça? Ouais. Donc c'est à vous, Marion, Chris, Lionel. Ouais, Chris, Alors, je t'ai... donc on va essayer de pas diffuser trop de noms en même temps parce que sinon ça va leur donner des Ouais. idées. Mais C'est ça, ouais. Attends, je t'en ai envoyé un. Je vous en ai envoyé un tous les deux. Ouais. Oui. C'est son nom de famille. Oui, oui, oui. Ouais, sa meilleure, il était numéro 1 mondial l'année d'après. Ouais. Oui, On disons-le. parle là-dessus. Mm. Luc Donald. C'est bon. Gurvan Cyril. Vu que je suis poissard, je vais laisser passer le parler Cyril. Alors moi, Je suis j'essaye d'accord. d'envoyer. J'étais d'accord avec ce que j'ai envoyé? Bah, je pense, mais j'ai pas de culture, hein, moi. Et tu l'as reçu. Je suis un peu mêlé là. J'essaye d'envoyer discrètement par écrit à mon partenaire. Donc moi, je dirais Lee Westwood. Lee Westwood, c'est bon. On dit quelque chose ou... Vas-y, Chris, on te fait confiance. C'est McDowell, Graham McDowell. C'est votre réponse? Oui, on fait confiance. Ouais, non, mais Ouais, c'est McDowell, lui, c'est lui qui met le pote. C'est bon. La 2010, c'est celle qui se termine le lundi, là. C'est ça. c'est ça. C'est lui qui met le pote lundi. Donc, ce que je vous ai envoyé, c'était peut-être le capitaine. Ouais, C'est moi, ça, c'est ça, ouais. Et Hein? je vous le dis, le capitaine sera accepté. Hein. Ah, d'accord. Ah, bon, alors ça, c'est pas mal, ça. Et les vice-capitaines aussi, ou pas? Les noms des caddies, les kinés, les préparateurs physiques, on prend tout le monde. Ah, d'accord. Attendez. Tous ceux qui étaient en Europe. Il faut que je réponde, moi. Comment je... Et les pom-pom girls aussi? Ok, donc après Cocus, on y va avec Sergio Garcia, un autre spécialiste des fosses de sable. Je pense qu'il en a pas raté beaucoup, mais celle-là, il l'a raté. Oh, tabarouette. Jiménez, il était dedans? Jiménez était dedans, ouais. My bad. C'est la C'était- première de McIlroy. C'est la première de McIlroy, effectivement. McIlroy. Oh, mais Chris, Ah il ouais, faut être dans ouais. l'équipe de Chris à chaque fois. Ah, c'est clair. Bon, Yann Poulter, non? Ouais, Poulter. Ouais. Ross Fisher, Ah, Ah oui, tiens, je l'avais pas trouvé celui-là. Bien joli. Miguel Ángel Jiménez, Mais oui. ainsi que Padraig Harrington. Patrick. Bravo. On met 2 points si mes souvenirs sont bons. Exactement. Dernière épreuve, l'affiche Wikipédia d'un joueur inconnu. Je vous l'annonce, c'est un joueur. L'équipe qui a été tirée en premier conserve donc la main et a la possibilité de donner la première réponse. Je suis né en 1971 à Jacksonville, en Floride. Fils de professeur de golf, je me tourne rapidement vers la petite balle blanche. Je rejoins la fac de Georgia Tech, pour laquelle je remporte notamment le prix de joueur de l'année en 93. Alors étudiant, je me permets même de mener après 3 rounds le Bell South Classic, que je ne remporterai que quelques années plus tard, passé professionnel. Pour 4 points, un joueur de 1971, né à Jacksonville, qui a fait la fac à Georgia Tech et qui a mené un tournoi en étant amateur qu'il remportera plus tard, en tant que professionnel. Pas d'idée pour moi, Cyril. Oh là là, donc nationalité américaine, certain. Non, jusque-là, non, c'est trop flou. Tente-en un au pif, de toute façon, c'est quasiment le seul On moyen. peut, hein, on a le droit, ouais. Oui. Lefty. Mickelson, ouais. Oui, Non, c'est pas numéro- lefty. Allez. J'obtiens ma carte sur le PGA Tour en 1995 et me fais un nom rapidement. J'intègre notamment l'équipe américaine en President's Cup en 96 où je remporte les 4 matchs que j'ai à jouer. Ma première victoire sur le circuit intervient en 97 à Kingsmill et elle est suivie par une victoire au Tour Championship la même année. Je suis encore plus dans le flou que tout à l'heure. Donc là, c'est eux qui ont la main. Non, c'est nous. Je propose David Duval. Ah, vous pliez le jeu, c'est une victoire sans Oh putain. aucune contestation. Pour 3 points, David Duval, c'est effectivement ça. Bravo. ouais. Et moi, Joueur de la cinquantaine. C'est Georgia Tech. C'est fou. Ouais. Je l'avais dès le 1, mais j'ai jamais des osé joueurs le de dire. golf. Ok. Là, je ne peux que m'incliner. Je vous lis les derniers paragraphes pour vous et puis pour les auditeurs. Ces premières victoires seront suivies par 18 autres, portant leur total à 20. La 20e, ma dernière, sera d'ailleurs la plus importante puisque c'est le plus beau des majeurs qui s'offre à moi, l'Open britannique. Ce majeur restera d'ailleurs le seul à m'avoir souri puisque j'échoue second à l'US Open et à la même place à 2 reprises au Masters.
Masters qui était remporté les années où je termine second par Mark O'Meara et par Tiger Woods en 99 et en 2001. Et enfin, pour un point, vous aviez un paragraphe qui n'a rien à voir avec le golf puisque je vous ai mis « Je suis l'un des seuls joueurs labellisés démocrates sur le circuit ». Information qui n'a aucun intérêt, mais... C'est vrai, parce qu'ils sont tous républicains quasiment. Exactement, ça fait pas de mal. Et je possède un nom et un prénom qui pourraient tout à fait figurer sur un spécimen de carte d'identité française. Je suis David Duval, 3 points. Bravo Chris, bravo l'équipe. Bravo. Bravo. C'est une belle conclusion pour ce premier podcast de la Petite Balle Blanche. J'espère que vous vous serez amusés autant que nous et que vous aurez appris autant de choses que nous, sauf Chris qui est celui qui nous apprend un peu tout en ce moment. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes chers chroniqueurs et hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt, messieurs, dames. Bonne À journée. bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye la gang. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à accréditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Voilà. On ne sait même pas combien est-ce qu'elle fait au drive. Bah, elle fait 220 mètres au drive quand c'est mouillé, qu'elle a le vent contre et tout ça. Enfin, donc, Ce ça pose matin, déjà... c'était beaucoup. Ça pose les débats déjà. Ce matin, j'en ai mis 1 ou 2 pas mal. Et donc, pour ceux qui me demandent mes chiffres, moi, c'est l'inverse de Gurvan, quoi. J'ai une moyenne de 87 mètres avec un accident à 207 mètres. Alors, ça a permis de lever des fonds importants. Je ne vais pas y arriver. Parce que je l'ai mal écrit, c'est pour ça. Allez, je le recommence. Pas content. Ils sont pas contents les Coréens. On avait Harrington, mais on a préféré dire Clark parce que bon. Mais Garcia, c'est On vrai est que dans c'est le coup dur l'esprit. quand même. Hein. Garcia. Ouais, Garcia, c'est le coup dur. La seule Ouais. qui fait pas. Ouais. Non, mais c'est pas mal de commencer. Au départ, tu as quand même le premier choix. Tu as exactement toutes les possibilités. Tu as les 12, puisqu'aucun n'a été cité. Et d'en citer un qui n'était pas dans les 12, c'était fort. C'est quand même fort. On est des Parce que- gars d'équipe, nous autres. Hein.